À une époque où les personnages insolites et extravagants dominaient la scène de la WWF, Papa Shango se démarquait comme l'une des créations les plus étranges de l'histoire du catch. S'il a d'abord semé la peur dans le cœur des fans, il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne devienne la risée générale. Et en fin de compte, la présence de Papa Shango sur le roster de la WWF n'aura duré qu'1 an et demi. Pourtant, la fédération avait déjà connu du succès avec des personnages effrayants, et l'idée derrière celui-ci semblait prometteuse. Alors pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné en 1992 ? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de Papa Shango pour comprendre pourquoi cette gimmick qui avait tant de potentiel n'a jamais réussi à connecter avec les fans, et en grande partie à cause des décisions prises en coulisses. La WWF a explosé en popularité dans les années 1980 grâce au succès colossal de la Hulkamania. Vince McMahon avait trouvé de l'or. Hulk Hogan n'était pas seulement un catcheur, c'était un super-héros, et la vision de McMahon pour le catch n'était pas celle d'un sport mais d'un divertissement. En 1989, McMahon a vu une opportunité d'éviter certaines taxes et un tas de réglementations d'État. Tout ce qu'il avait à faire était d'admettre que le catch était prédéterminé. Ainsi, la WWF a témoigné que le catch était une performance plutôt qu'un sport réel, ce qui signifiait qu'elle n'avait plus besoin d'être réglementée par les commissions athlétiques d'État et qu'il pouvait payer moins d'impôts. Les tribunaux lui ont accordé ce droit et libéré des contraintes du kayfabe, Vince McMahon pouvait présenter le catch comme le dessin animé vivant qu'il avait toujours voulu. Mais ne vous méprenez pas car McMahon repoussait déjà les limites de la crédibilité avec ses personnages comme le Honky Tonk Man, George the Animal Steel ou encore Brutus the Barber Beefcake qui n'étaient pas vraiment présentés comme de véritables menaces. Néanmoins, à l'aube des années 90, McMahon a commencé à produire des gimmicks encore plus extravagantes, des personnages qui n'auraient jamais pu exister dans la vraie vie. Mais peut-être que le personnage le plus extravagant qu'ils ont introduit était l'Undertaker. Sur le papier, c'était un gimmick qui n'aurait jamais dû fonctionner, même selon les standards de l'époque. Le personnage de l'Undertaker était vraiment bizarre, et dès qu'il a fait ses débuts en pay-per-view au Survivor Series en 90, des questions se sont posées, notamment sur le fait de savoir s'il était un véritable croque-mort ou un zombie. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, l'Undertaker a réussi à conquérir les fans comme une menace réelle pour les faces du roster à l'époque, et cela en grande partie grâce à la présence de Mark Calaway et à son dévouement au personnage. Et avec tout ça réuni, son ascension a été fulgurante. Lors des Survivor Series de 1991, il a battu Hulk Hogan pour remporter son premier championnat de la WWF. Ce fut une première année incroyable pour le Deadman et Vince McMahon ne pouvait pas être plus heureux à une époque où il avait désespérément besoin de nouveaux heels en main event. Il avait créé une gimmick extravagante qui avait vraiment fonctionné, et on ne peut pas lui reprocher d'avoir voulu reproduire ce succès en utilisant la même formule. Et c'est là que Charles White est intervenu. Charles était à l'origine barman, mais il a été repéré par un groupe de catcheurs qui buvaient dans son bar et ils ont remarqué à quel point il était musclé, mesurant 1m98 et ayant une carrure imposante. Ces catcheurs lui ont suggéré de s'inscrire à la Monster Factory de Larry Sharpe pour essayer de se lancer dans le monde du catch. La Monster Factory avait la réputation de former rapidement d'excellents catcheurs de grande taille, comme Bam Bam Bigelow et Tony Atlas qui s'étaient déjà entraînés là-bas. Et Charles n'a pas fait exception. Ils lui ont trouvé un emploi à la United States Wrestling Association alors qu'il était encore en formation. Et c'est là qu'il a adopté le personnage de Soul Taker. Charles a très vite pris le coup pour le catch et a montré beaucoup de charisme dès le début. Il suffit de regarder ses premiers matchs pour s'en rendre compte. Durant son passage à la United States Wrestling Association, Wright s'est vu offrir une grande opportunité très rapidement. Il a battu Jerry Lawler pour le titre de champion du monde poids lourd unifié et il a affronté des stars comme Dustin Rhodes, Kerry Von Erich et The Junkyard Dog. Au cours de son run dans cette petite fédération, Wright a fait équipe avec Mark Calaway, alors 1 an environ avant qu'il fasse ses débuts avec le personnage de l'Undertaker. Cette connexion s'est avérée être une aubaine pour Charles Wright car Calaway l'a bientôt recommandé à Vince McMahon. Ainsi, Sir Charles a eu son premier match à la WWF lors du pay-per-view This Tuesday in Texas en décembre 1991. Ce n'était qu'un dark match mais McMahon a été immédiatement impressionné par ce qu'il a vu. Il a testé Sir Charles lors d'événements en direct mais McMahon sentait qu'il manquait quelque chose. Il a dit à Wright qu'il avait le corps d'un monstre, mais le visage d'un bébé. Heureusement, McMahon n'en avait pas fini avec lui. Il a dit à Wright de rentrer chez lui avec un salaire complet en attendant qu'il trouve un nouveau gimmick pour lui. Quelques semaines plus tard, Wright a reçu l'appel. L'instruction était de louer le film Live and Let Die. Son nouveau personnage s'inspirait de Baron Samedi, le méchant vaudou du film de James Bond. Wright est allé encore plus loin dans ses recherches pour ce nouveau personnage, car il s'est rendu à la Nouvelle-Orléans et a passé du temps avec de véritables praticiens du vaudou pour essayer de comprendre le personnage. Dans une interview, il a déclaré « J'avais besoin d'un contexte, je voulais juste apprendre à être aussi authentique que possible. Je suis un garçon de la campagne dans l'âme, mâchant du tabac et écoutant de la musique country. Incarner Papa Shango était un défi, mais j'ai fait de mon mieux. » Ainsi, le 8 février 1992, dans un épisode de Superstar, Papa Shango a fait ses débuts en battant le jobber Dale Wolf. C'était un bon départ, le personnage était mystérieux et intriguant, et les commentaires de Vince McMahon étaient efficaces pour expliquer de quoi il s'agissait. La gimmick était à l'extrémité la plus étrange du spectre, mais il y avait beaucoup de personnages bizarres et merveilleux sur le roster à l'époque, donc cela ne se démarquait pas tant que ça.
Tous ceux qui étaient enfants à cette époque peuvent attester à quel point le personnage de Papa Shango était vraiment effrayant. Une fois qu'il avait enlevé son manteau et son chapeau et que la cloche sonnait, Shango était aussi un monstre impressionnant, démantelant jobber après jobber durant ses premiers mois à la fédération. McMahon était également très satisfait de sa performance et avait de grands projets pour le maître vaudou. Charles expliqua qu'il devait plonger dans une part sombre de lui-même pour rendre son personnage crédible. Il s'était beaucoup documenté sur le vaudou, accumulant une bibliothèque entière sur le sujet. Chaque élément utilisé dans ses promos, selon lui, était authentique, et les accessoires venaient directement de magasins spécialisés. Il travaillait aussi avec l'équipe des effets spéciaux pour modifier ses bâtons et spectres qui pouvaient cracher des étincelles ou de la fumée, un véritable show. Papa Shango fut d'ailleurs le premier catcheur à utiliser un effet de coupure de lumière dans les arènes, ce qui à l'époque était vu comme un gros risque par les propriétaires des salles car ils craignaient des accidents. Bien que ce genre de choses se produisent régulièrement aujourd'hui, cela représentait une innovation majeure à l'époque. Le finish initial du main event entre Hogan et Sid à WrestleMania 8 devait voir Shango intervenir pour provoquer une disqualification. Malheureusement, à cause d'une entrée mal chronométrée, Shango a manqué son moment, ce qui a conduit à une fin improvisée avec l'intervention du manager de Sid, Harvey Wippleman. Ensuite, Shango et Sid ont attaqué Hogan, provoquant l'arrivée de l'Ultimate Warrior pour tenter de sauver la situation. L'Ultimate Warrior était censé entrer en rivalité avec Sid ensuite, mais Sid a fini par quitter la compagnie. Il était donc logique que Shango prenne sa place dans cette rivalité. Mis à part le problème lors du main event de WrestleMania, le début de carrière de Papa Shango avait été très solide, et apparemment tout le monde, y compris Hogan, était d'accord pour qu'il soit solidifié en tant que catcheur de main event. La rivalité entre Papa Shango et l'Ultimate Warrior aurait dû propulser Shango vers la célébrité, mais malheureusement, elle a plutôt fini par lui nuire. Lors de l'épisode de Superstar du 16 mai 1992, un segment étrange s'est déroulé où Shango a jeté une malédiction sur le Warrior après son match. Ce dernier, soudainement pris de douleur à l'estomac, s'est effondré et a commencé à convulser et à vomir en coulisses. Bien que cela ait pu effrayer les enfants, pour les adultes, c'était vraiment difficile à croire. Ce moment est resté dans l'histoire du catch pour toutes les mauvaises raisons. Malheureusement, les choses ne se sont pas arrangées. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres segments ont montré des moments absurdes comme la substance noire qui coulait du front du Warrior que ce dernier a clairement surjoué, ce qui a encore dégradé la qualité du segment. Plus tard, Papa Shango a même enflammé un catcheur et fait couler une substance noire du bras de Mingin. Ces tours, loin d'être impressionnants, sont rapidement devenus lassants et ridicules. Le public n'adhérait pas du tout au personnage et comme souvent, Vince McMahon n'avait pas réussi à bien développer un personnage nuancé. Ce problème se répétera 25 ans plus tard avec le personnage de Bray Wyatt. Pourtant, cette rivalité aurait pu être sauvée avec un match de conclusion entre Warrior et Shango. Ils se sont affrontés plusieurs fois lors de House Show, mais à la télévision, Shango était de retour à affronter des jobbers, tandis que Warrior se lançait dans une rivalité avec Randy Savage pour le titre de la WWF à SummerSlam 1992. Warrior sera finalement libéré de son contrat en novembre, signant la fin de la crédibilité de Papa Shango malgré les efforts de Charles White qui s'était pleinement investi dans ce rôle. Le 27 octobre, Papa Shango a eu un match télévisé pour le titre de la WWF contre Bret the Hitman Hart, un combat correct mais qui n'a pas suscité l'intérêt du public, les fans étant lassés du personnage. Mais si vous deviez regarder un seul match de Papa Shango, c'est probablement celui-ci, car Bret Hart avait le don de tirer de bonnes performances de presque n'importe qui, bien que le personnage de Shango soit déjà largement discrédité à ce moment-là. En 1993, Papa Shango commença à enchaîner les défaites contre des catcheurs comme Crush, Tatanka et l'Undertaker lors des House Shows. Il réussit néanmoins à décrocher une victoire lors de l'épisode du 1er mars de Monday Night Raw en battant un jobber nommé Mike Edwards en 2 minutes et demie, mais il perdit à nouveau 3 semaines plus tard face à Bob Backlund. Au fil des mois, Shango fut progressivement écarté des émissions télévisées avec des apparitions se faisant de plus en plus rares. Son personnage était au pied du mur et la fin était imminente, et McMahon a finalement pris la décision d'abandonner Papa Shango à la fin de 1993. Après ça, Charles Wright retourna ensuite brièvement à la United States Wrestling Association grâce à une relation entre la USWA et la WWF, toujours avec sa gimmick de Papa Shango. Là-bas, il y remportera le championnat poids lourd unifié de la USWA en battant Jerry Lawler à Memphis en mai 1993. Puis lors du King of the Ring de la même année, il eut le privilège de défendre son titre contre Owen Hart dans un dark match. Néanmoins, Wright expliqua qu'il n'était pas satisfait de détenir ce titre à cette époque car il estimait que cela avait été fait uniquement pour attirer un public afro-américain. Et en conséquence, il le perdit finalement contre l'ancien champion Jerry Lawler quelques semaines après le King of the Ring et ne retourna plus jamais à la USWA. La dernière apparition télévisée de Papa Shango eut lieu le 7 juillet 1993 lors de Wrestling Challenge où il battit Chaz Warrington qui deviendra plus tard membre des Headbangers. Wright resta employé par la WWF jusqu'en octobre 1993, concluant ainsi la carrière de Papa Shango avec une série de défaites en house show contre Owen Hart et Bob Backlund.
Heureusement, la carrière de Charles Wright ne s'est pas arrêtée là. En 1995, il est revenu sous les traits de Kama, la Supreme Fighting Machine. Puis en 1997, la WWF a même brièvement envisagé de ramener Papa Shango, mais cette idée a rapidement été abandonnée. Si cela s'était concrétisé, nous n'aurions peut-être jamais connu l'un des personnages les plus mémorables de la carrière de Wright, le Godfather. Ce personnage, bien plus proche de sa propre personnalité en tant que propriétaire de club de striptease dans la vraie vie, a trouvé un écho auprès des fans et l'a propulsé vers une nouvelle popularité. Le personnage de Papa Shango, malgré son potentiel, n'a jamais véritablement connecté avec le public. L'idée de jouer sur le surnaturel aurait pu marcher, mais la WWF a sans doute poussé ce concept trop loin, rendant le personnage presque caricatural. Contrairement à l'Undertaker dont le côté mystique était solidement ancré dans une mythologie bien construite, Papa Shango manquait d'une base crédible. Les fans n'ont pas adhéré à ses malédictions et à ses sortilèges qui semblaient plus ridicules que menaçants. En fin de compte, ce n'est pas le concept du personnage sombre qui a échoué, mais l'exécution. Ce qui montre que même avec une bonne idée, les détails d'une gimmick doivent être soigneusement gérés pour qu'elle fonctionne. Malgré tout, le parcours de Charles Wright est un excellent exemple de résilience dans l'univers du catch. Il a su rebondir après l'échec de Papa Shango et c'est finalement en incarnant le Godfather qu'il a trouvé sa place dans le cœur des fans et plus tard une place au sein du Hall of Fame de la WWE. Et voilà les gars, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, c'était une petite surprise pour Halloween, je vous avais prévenu mais ça me faisait plaisir. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, likez et partagez la chaîne, c'est très important. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une autre histoire, c'était Vince, et merci à tous.